Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Éric André, qui est maire de Vieux-Fort, c'est en Guadeloupe, et qui représente dans notre débat l'ACEDOM qui était en congrès la semaine dernière. Et puis Frédéric Mortier, inspecteur général, aujourd'hui à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Voilà, madame, messieurs, vous prenez place. Installez-vous. Et on va voir avec vous quelles pistes de coopération on peut mettre en œuvre pour mieux prendre en compte les effets du changement. Voilà, installez-vous. Je dois excuser Sophie Panonacle, députée de Gironde. Alors, elle porte à l'Assemblée nationale et dans le cadre du projet de loi de finances un amendement sur le trait de côte. On en parlera, elle aurait aimé être avec nous ce matin, mais bon, les contraintes sont là et malheureusement, elle ne sera pas là, mais on verra très clairement avec elle comment on peut avancer. Peut-être pour commencer ce débat, Jocelyn Sapoti, vous avez entendu vos collègues avant dire, bon ben, on est tous d'accord sur le diagnostic, hein. Maintenant, on sait qu'il faut passer aux actes. Les actes ont commencé, mais il y a aussi la question du temps de la réponse. Et puis plus généralement, peut-être votre avis sur les premiers échanges de cette matinée. Oui, bonjour et merci. Si on peut mettre un peu plus de lumière sur la salle, ça sera agréable de mieux vous voir pour pouvoir entamer ensuite les échanges avec vous. Voilà, c'est très bien. Oui, merci encore au président David Lisnard, mon cher président, d'organiser dans cette nouvelle formule, effectivement, les journées d'outre-mer qui est très prisée et il y a des apports conséquents et importants. Oui, j'ai entendu, je félicite le Césaire Guadeloupe qui est intervenu et je vais tout à fait dans le sens pour dire que quand on parle de coopération, la meilleure coopération qu'il faut pouvoir mettre en place aujourd'hui, c'est celle entre les maires et l'État. Puisque les maires aujourd'hui sont au cœur du problème, tous les jours touchent le problème du droit et sont les premiers à pouvoir alerter. Je prendrai un exemple très simple qui est l'eau en Guadeloupe, qui est une catastrophe. Moi, quand j'ai été maire, je suis arrivé, la première nécessité que j'ai vue et que j'ai compris tout de suite, c'était d'investir sur l'eau. À l'époque, les maires avaient la compétence, j'ai pu le faire, et heureusement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la petite commune de Lamentin est un peu épargnée des problèmes d'eau. Bien, sur la question, effectivement, des risques climatiques, je pense qu'il faut agir vite et maintenant. La prévention, c'est maintenant. Pourquoi je vous le dis ? J'ai vu des collègues maires qui sont là. Leurs communes sont fortement en danger. J'ai vu le maire de Monalo, mon ami, Jean qui est là. Je sais que sa commune aujourd'hui est en danger. Sainte-Anne est en danger. La plage de Sainte-Anne, dans 70 ans, risque de disparaître. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. 2,6 milliards d'investissements qu'il va falloir faire, pas dans 70 ans, pendant 70 ans. Ça veut dire qu'il faut commencer aujourd'hui. Et commencer aujourd'hui, c'est 37 millions par an qu'il va falloir investir pour éviter cette catastrophe-là. Le débat budgétaire, c'est maintenant. Donc la prévention, c'est maintenant. Et je pense qu'on n'a pas compris, malheureusement. On n'a pas commencé, et la balle est dans le camp, bien sûr, de l'État aujourd'hui, je le dis bien, qui doit entrer en coopération avec les maires. Nous, maires, qui sommes conscients de la question, sur cette question-là.
Alors, quelle coopération? Comment avancer? Éric André, la semaine dernière, c'était le congrès de la CEDOM. Hein, vous représentez la CEDOM en excusant Florence Roland, hein, sa présidente, maire de la Foa, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais des travaux très, très riches sur ce thème. Oui, tout à fait. Nous avons donc travaillé pendant toute la semaine sur ces difficultés pour nos communes, de répondre aux appels de la population concernant les intempéries, concernant l'insécurité. Et il est nécessaire que, comme l'a dit tout à l'heure le président Sapoti, que nous puissions passer des constats à concrètement des réalisations. La mise en œuvre des dispositifs, on le sait, la CCDOM a réuni tout l'ultramarin, tous les ultramarins, toutes les communes ultramarines pour pouvoir bien préciser les choses parce que nous avons une diversité qu'il faut prendre en compte et cette nécessité-là, dans l'urgence, nous devons pouvoir la mettre en place, l'appliquer, la réaliser pour que nos communes puissent offrir à la population le confort de sécurité nécessaire dans cette dimension des intempéries et de l'insécurité. Toutes les conditions de vie dans la diversité des territoires. Très concrètement, Isolde Butcher, hein, je le disais, maire de Ao, c'est en Polynésie, c'est dans les Tuamotu, et votre collègue déjà nous a alerté, il préparait votre intervention, là, j'étais comme ça, pour nous dire oui. La submersion, c'est aussi le risque de disparition. Peut-être deux mots hein, pour expliquer Ao, c'est 3 communes associées avec 12 atolls, un atoll de 50 km de longueur et 14 km de large, et un énorme lagon de 720 km², un des plus grands de Polynésie. Voilà, ça c'était pour la carte postale, et puis la réalité et les risques aujourd'hui pour vous. Oui, merci monsieur. Et puis avant tout, j'aimerais saluer nos parlementaires qui sont là présents, Lana Tétoanui. Bien sûr, je parlerai qu'au niveau de la Polynésie. Hein. Excusez-moi, et chers élus, Yorana Tatot et Yemana. Merci de ces souhaits de bienvenue. Toujours agréable d'entendre les Polynésiens. Là, vous l'avez bien décrit pour l'atoll de Hom et je représenterai aujourd'hui, c'est tout l'archipel des Tuamotu. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant la montée des eaux. Je ne pourrais pas parler des cyclones, mais nous, c'est la montée des eaux. C'est tous les mois, on a une montée des eaux. Et la question, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, les maires sont en première ligne. Et vu notre éloignement de la capitale, mais nous sommes obligés de se débrouiller. Et là, très concrètement, la première ligne, eh bien, c'est la ligne de vie et la ligne de pouvoir continuer à vivre, habiter, construire, élever ses enfants, tout ce qui fait la vie. Est-ce que ça sera possible demain? Pour l'instant, nous l'avons commencé. Hein. Aujourd'hui, nous l'avons commencé. Nous n'avons pas attendu après les politiques pour faire des démarches. Alors, ce que nous avons fait en tant que maire dans les Tuamotu, nous travaillons, on est associé avec la population, bien sûr, en premier lieu, et nos anciens. Ce sont nos anciens qui nous disent, alors, Tavanama, faites comme ça. Pour notre biodiversité des Tuamotu, parce qu'elle est unique, et on est fiers d'habiter ces atolls. Je dis bien des atolls. Nous sommes à 2 mètres du niveau d'eau. Demain, nous serons vraiment les réfugiés climatiques. Voilà, vous avez bien entendu, hein, à 2 mètres du niveau d'eau, on n'est pas avec des montagnes volcaniques comme à La Réunion. Là, en l'occurrence, c'est au niveau de l'eau. Oui. Et peut-être un jour sous l'eau. C'est ça le risque. Comment on fait justement pour éviter ça? Aujourd'hui, alors, il y a de l'endiguement, il y a la protection du lagon. Bon, je remercie l'État et le pays. Bien sûr, nous avons des constructions en hauteur, des abris de survie dont nous faisons partie, surtout les Tuamotu. Mais c'est une chose, le changement climatique ne concerne pas que les Tuamotu, concerne aussi nos îles hautes, parce qu'ils ne bénéficient pas non plus de ces abris-là. Et dans nos atolls, on a commencé à faire le rahui. Le rahui, c'est-à-dire, c'est de mettre en sommet une partie de notre lagon pour régénérer le poisson. Et s'il n'y a pas cette régénération au niveau du poisson, ben nous ne pouvons plus parce que nous vivons de la culture, du copra, bien sûr, avec la salinisation de nos terres qui commence à être très très difficile, la gérance de l'eau, les pluies, moins de pluie aujourd'hui, ben, pour ça je fais appel aussi à l'État, s'il peut nous financer dans les achats de nos citernes d'eau.
ce qui est important pour Et nous. déjà une usine de désalinisation hein, depuis 2005. Oui, il y a eu des cas, mais la problématique au Tuamotu, nous n'avons pas de techniciens. Alors on se retrouve avec des bâtiments que nous ne pouvons plus utiliser. Et nous avons repensé un peu, par exemple, la revégétation de nos littoraux avec les plantes endémiques, ce qui est important. Et puis, nous réfléchissons. On n'attend pas non plus à ce qu'on nous... Bon, bien sûr qu'on attend après nos politiques, mais sur le terrain, on se débrouille. On se prend en charge. On se c'est prend ce que en vous charge. disiez, là, c'est ça. Et puis, là encore, il n'y a pas de développement sans préservation de la biodiversité et puis de la culture locale. Hein, vous dites aussi la parole des anciens. Alors, je vais donner la parole à l'expert. Vous êtes avec nous ce matin, Frédéric Mortier, je le disais, inspecteur général, inspection générale de l'environnement et du développement durable. Vous avez d'ailleurs été délégué interministériel aux risques majeurs des Outre-mer. Et quand vous entendez cette maire qui nous parle de la fragilité de son territoire, comment vous réagissez ? Merci de votre invitation. Moi, j'ai eu le bonheur et l'honneur de servir les Outre-mer au long de mon parcours, depuis la Polynésie jusqu'à Saint-Pierre-Miquelon. J'ai vécu pas mal de temps en Guyane et puis aux Antilles également. Et tout ce qui a été dit ce matin est tout à fait essentiel. Le sujet du changement climatique, il est inéluctable. Vos témoignages, ils sont tout à fait clairs. Je voulais signaler qu'il y a un programme de Météo France qui s'appelle Socle Outre-mer, qui va produire à partir de fin 2025 et 2026 des projections climatiques à 2050 et 2100. Et vous qui travaillez sur vos COP territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique, le 3e du nom, et comme ça a été dit très justement ce matin, les maires, vous êtes les mieux placés, vous connaissez vos territoires, vous connaissez les habitants et vous avez un rôle essentiel à jouer à ce sujet-là. Alors, concernant la Polynésie, justement, j'ai entendu avec attention le président Fritsch. Nous avions travaillé à l'époque sur le secteur des Tuamotu, dans un premier temps pour construire des abris de survie qui puissent servir dans le cadre de l'aménagement du territoire aux activités courantes et puis qui peuvent abriter les habitants en cas d'aléa. Mais le sujet de la submersion, de l'élévation au niveau de la mer ne concerne pas seulement la Polynésie, ça fait vraiment partie des facteurs à prendre en compte. Il faut vraiment raisonner en logique multirisque. La bonne façon d'appréhender les risques dans la culture du risque, l'aménagement du territoire, c'est vraiment de considérer l'ensemble du risque et qu'aujourd'hui, cet élément il soit complètement déterminant dans nos réflexions collectives et dans l'aménagement du territoire. Le deuxième élément complètement essentiel, c'est la prévention, l'acculturation au risque, la culture du risque. Ça, c'est absolument essentiel. Vous avez des pays qui ont très peu de ressources en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, qui ont mis vraiment le paquet sur la culture du risque et ça marche, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de progrès en matière de neurosciences, de sciences cognitives et on est capable de faire passer des messages qui percutent, qui imprègnent. Et donc, il y a besoin d'aller vers des programmes d'acculturation au risque ambitieux et innovants. Par exemple, à Mayotte, on avait développé avec l'assureur Alliance un support qui associait largement les Mahorais, les parties prenantes, et on avait fait appel à des personnalités de Mayotte, à des influenceuses pour faire passer des messages. Et il se trouve que c'est un territoire très connecté et ça a permis effectivement de sensibiliser au phénomène sismo-volcanique. On sait qu'à Mayotte, les femmes sont très actives et influenceuses. Évoqué. Autre chose, à juste titre, on a entendu parler des PCS, des plans communaux de sauvegarde. Ça, c'est un outil qui est très important. Il ne s'agit pas d'avoir un document administratif fait par un bureau d'études qui copie un PCS d'une commune à l'autre. Non, il faut vraiment des PCS adaptés et puis les faire vivre, faire les exercices. On peut vous expliquer comment conduire une voiture, mais tant que vous n'avez pas conduit, vous ne savez pas conduire en fait. Et ça, c'est absolument important. Le troisième point, c'est la résistance et la résilience des territoires. Résistance, on l'a entendu, construire durablement, etc., enfouir les réseaux, porter beaucoup de soins aux infrastructures.
pour résister à l'aléa autant que possible. Et la résilience, c'est la capacité d'un territoire à redémarrer, à rebondir assez vite. Et ça doit vraiment nous guider. On doit marcher sur deux jambes, résistance et résilience, en matière d'aménagement du territoire. Il y a un quatrième élément qui est essentiel. Nous, en tout cas, en Post-Irma, puisque vous l'avez parlé, moi j'étais le délégué territorial reconstruction sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin après l'ouragan Irma. Là, on s'est pris des mois de lessiveux. Je vois, il y a Thierry Aron, il y en a d'autres, j'imagine, des représentants de Saint-Martin ici. Nous, notre philosophie était de dire, bon, on n'a pas choisi cet aléa, il s'impose à nous, mais est-ce qu'on peut en tirer des atouts? Est-ce qu'on peut travailler autrement, différemment? Et il y a les échelles de temps qui sont aussi importantes à prendre en compte. On l'a entendu à Mayotte, les gens ont besoin de se loger, voilà, on reconstruit. Mais il y a aussi des réflexions à plus long terme qui touchent l'aménagement du territoire où on peut travailler ensemble. Mais il faut déjà faire des retours d'expérience. Apprenons de ces aléas que l'on subit en tirant-en des éléments, des enseignements avec des retours d'expérience consolidés. Et puis, comme disait un élu de Saint-Barth, passer du rétexte au manuel d'exploitation pour vraiment les utiliser, que la mémoire se garde. Mais plus fondamentalement, ça nous appelle à réfléchir sur la façon dont on va construire la décision publique. On doit de plus en plus co-construire cette décision publique avec les collectivités. Et c'est bien notre sujet de cette coopération et des parties prenantes. Les experts, les citoyens qui sont concernés. Donc comment est-ce qu'on arrive à co-construire ensemble et comment ensuite on arrive à mettre en œuvre les politiques publiques. Et ça nous amène à travailler autrement en coopérant et en développant les effets de synergie entre nous, parce que c'est pas seulement une question de moyens financiers, c'est une question aussi de ressources humaines, de compétences. Et dernier élément, puisqu'on entend très peu parler, en général, quand on parle d'aléas, les gens qui subissent des aléas de cette dimension, dont on a entendu parler ce matin, c'est la dimension des traumatismes psychologiques. Et tant pour les populations qui le subissent que les gens qui sont aux manettes, vous, et on a vu, on a eu des témoignages d'élus sur différents territoires qui avaient vécu très durement. Et donc il faut absolument que ces impacts psychologiques soient réellement pris en compte et que ce soit une dimension vers la reconstruction. Et enfin, je terminerai... Merci de souligner cette dimension, effectivement, qui est malheureusement trop méconnue. Absolument. Et je terminerai sur un point. Il est absolument essentiel que cette mémoire, elle ne se perde pas. Quand on parle de culture du risque, eh bien, c'est un effort à faire en continu. Ça doit être vraiment transgénérationnel. C'est absolument et c'était le essentiel. message d'Isolde Butcher, de dire qu'il faut avoir aussi l'écoute des anciens. Il y a des cultures locales très riches qu'on doit écouter. Et puis, Guy Geoffroy, tout un tas d'enseignements là dans ce premier tour de table de notre séquence de débat. Oui, effectivement. Il faut pas subir. J'entendais parler d'aléas. En fait, nous ne sommes plus du tout sur le registre des aléas. L'aléa, c'est ce qui peut éventuellement se passer, auquel on ne s'attend pas. Notre chance, notre seule chance, la seule chance qu'ont nos Outre-mer, c'est de considérer la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est devant nous, demain, après-demain. Il faut être capable, et tous les exemples qui sont donnés ici et lors du premier échange tout à l'heure également, attestent de la très grande capacité à regarder les choses en face, à se préparer et à trouver les solutions qui ne doivent pas être imposées d'en haut, mais qui doit être construite entre, bien sûr, l'État, la France, qui est responsable de tous ses citoyens, où qu'ils se situent sur la planète, et ceux qui savent le mieux, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, c'est-à-dire les populations locales et les élus qui les représentent. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut se prémunir autant qu'on le peut. On a des outils pour se prémunir, il faut se protéger, il faut surtout se préparer aux évolutions, et c'est toute la question, je ne sais pas si c'est le moment de parler du sujet
qu'on a évoqué à mi-mot tout à l'heure du trait de côte, hein, mais c'est... On peut l'évoquer, ce trait de côte, parce qu'effectivement, comme je le disais, Sophie Panonacle, députée de Gironde, députée du bassin d'Arcachon, hein, pour tout dire, aurait dû être avec nous, parce que, et malheureusement, elle ne peut pas. Mais ce week-end, samedi encore, hein, et avant la pause des députés, ils ont fait adopter en commission un amendement, parce qu'elle porte depuis longtemps. Sophie Panonacle, pour tout vous dire, elle est la présidente du Conseil national de la mer et des littoraux, ainsi que du Comité national du trait de côte. Et elle a lancé un appel, Guy Geoffroy, pour créer un fonds, parce que le fonds Barnier suffit pas. Le fonds Barnier suffit pas, mais en fait, le fonds Barnier n'a pas, dans l'état actuel de notre droit, compétence pour agir, puisque de manière qu'on pourrait juger assez curieuse, parce que le recul du trait de côte, c'est pas le hasard absolu, hein, c'est quelque chose qu'on constate, dont on sait qu'il va se prononcer, qu'il va s'accentuer. Il faut s'en prémunir et peut-être prendre les devants par rapport aux catastrophes auxquelles il peut nous entraîner. Hein. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, et donc le fonds Barnier ne peut pas intervenir. Et cette idée que l'AMF soutient de toutes ses forces, avec à ses côtés bien sûr l'ANEL, hein, de création à travers le budget élus 2026, du littoral. Hein, voilà, au budget 2026, il faut absolument qu'on obtienne, ça a l'air bien parti, mais par les temps qui courent, qu'est-ce qui est bien parti et qu'est-ce qui va arriver à bon port, on ne sait pas trop. Hein, il y a l'idée de création de ce fonds, hein, pour lutter contre l'érosion du trait de côte, le recul du trait de côte, avec la question majeure qui est celle de son financement, parce qu'il est bien évident qu'il ne saurait être question que ce soit les habitants concernés, hein, les résidents des zones concernées qui soient amenés à financer tout ce qu'il est nécessaire de financer pour lutter contre le recul du trait de côte, mais qu'il y ait là la mise en place d'une véritable stratégie nationale, d'où cet amendement auquel Jean, vous faisiez allusion et qui a été voté en commission des finances, hein, qui prévoit son financement, notamment par le recours aux plateformes touristiques et d'autres modes de financement, qui ne fassent pas exclusivement reposer la lutte contre le recul du trait de côte par les habitants qui seraient victimes et financeuses, hein, de la lutte contre ceux dont ils sont victimes. Parce que il s'agit de prévenir, je le disais tout à l'heure, il s'agit d'anticiper les relocalisations, il s'agit, on en a beaucoup parlé sur les Outre-mer ce matin, il s'agit de donner à la biodiversité toute sa place, à la renaturation toute sa place, pour qu'elle puisse concourir au ralentissement du recul de trait de côte. Donc cette affaire est une affaire extrêmement importante, et je voulais vraiment dire aujourd'hui à tous nos amis ultramarins que sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, mais sur celle-ci qui est dans notre actualité, l'AMF ne cédera pas, et l'AMF sera de toutes ses forces aux côtés de ce qui est en train de se dessiner et qui semble positif au Parlement. Frédéric Mortier, sur ce sujet, vous souhaitiez apporter un point de précision. Oui, je pense qu'on a besoin de coopération, d'intelligence collective aussi. Nous, quand j'étais délégué interministériel, on avait quand même été bluffés par l'expérience et les savoir-faire dans chacun des territoires, et pour autant, il n'y a pas tellement d'échanges en réalité entre les territoires. Il y a effectivement des échanges formels, des rencontres formelles, mais faire passer des bonnes pratiques, des expériences, je pense au logement social en Polynésie, dans les zones à risque avec l'OPH, c'est assez remarquable ce qui a été réalisé. On s'est rendu compte que ça intéressait d'autres territoires. Donc voilà, il y a aussi tous ces savoir-faire, ces expériences, ces liens à avoir entre l'ensemble des Outre-mer, parce que ça peut vraiment se féconder. Alors, mutuellement. de la coopération, et c'est bien le thème de notre débat, mais aussi des outils qui soient à la hauteur des défis qui sont devant nous. Je vous laisse répondre, Jocelyn Sapotil, pendant que déjà le micro peut circuler, parce que les mains qui s'étaient levées tout à l'heure, c'est le moment aussi d'intervenir. Allez-y. Oui, tout à fait. On a entendu tout à l'heure que l'intervention de M. Létang, il y a des études aujourd'hui du BRGM, des études du Césaire, d'autres études. Il y a des outils qu'on doit mettre en place aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'aléas, ça a été dit, ce sont des choses qui sont programmées aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il nous faut aussi, face à cela, une stratégie, et à côté de cette stratégie, une programmation. Et dans cette programmation, il faut faire appel, bien sûr, aux experts pour mettre en place toutes les mesures nécessaires. Et ces mesures sont à la fois dans le cadre de la biodiversité, mais aussi sur le plan technique. Mais il faut surtout, à côté de cette programmation,
qu'il y ait bien sûr le volet budgétaire. Je viens de le dire. Le calcul, il est fait. Aujourd'hui, on connaît, par exemple, pour éviter que Pointe-à-Pitre soit sous l'eau, que Morne-à-l'Eau soit sous l'eau, que Sainte-Anne soit sous l'eau, c'est 2,6 milliards. Les études ont été faites et il faut commencer aujourd'hui à financer ces 2,6 milliards parce que ça veut dire que c'est 37 millions d'euros par rapport. Donc, en fait, il faut commencer aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut commencer parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir éviter la catastrophe. Ce n'est pas dans 70 ans, c'est pendant 70 ans pour ce qui concerne le territoire de la Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.